Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission intitulée Bref d'actualité, émission dont le rôle est le décryptage de l'information en quelques minutes. Ce soir, nous vous proposons le sujet de la guerre en Ukraine. L'émission se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, je serai avec Adeline Guibert, porte-parole et déléguée aux relations internationales pour le parti politique de l'Appel au peuple, élu d'opposition à Montastruc la conseillère et cadre dans l'aéronautique. Dans un second temps, je serai avec David Safourkada, président de l'Appel au peuple, ancien militaire, auteur de nombreux ouvrages sur l'œuvre politique des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon III. Ensemble, nous évoquerons les sujets plus militaires de cette crise. Je remercie mes deux invités d'avoir répondu présent ce soir. Avant de me diriger vers ces deux invités, posons un petit peu les bases de notre sujet. L'offensive militaire lancée par la Russie en territoire ukrainien dure depuis plus de 2 semaines maintenant. Et jour après jour, nous observons, à travers nos postes de télévision, des scènes que l'on croirait sortir d'un documentaire nous narrant les événements majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Il n'en est point. Cela nous rappelle avec fracas que la paix n'est jamais acquise et qu'il existe toujours des appétits politiques voulant être assouvis par les armes. Alors l'histoire de désamour entre la Russie et l'Ukraine ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 10 siècles, des puissances concurrentes n'ont de cesse de morceler ce territoire. En 1917, après la révolution communiste et l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, l'Ukraine va connaître une guerre civile brutale qui la basculera sous pavillon soviétique en 1922. Je passe l'épisode stalinien pour rappeler que plus proche de nous, en 1991, l'Ukraine accède à l'indépendance et cet événement découle de l'effondrement de l'URSS. Alors, il nous faudrait une émission entière pour parler de l'histoire de l'Ukraine, mais intéressons-nous à ces dates que je viens de vous évoquer et à d'autres que je vous propose de dénoncer tout de suite. Puisque, nouvel épisode en 2014, annexion de la Crimée par la Russie, poussant à un soulèvement séparatiste dans le Donbass qui a vu naître deux républiques autoproclamées soutenues par les Russes, la République populaire de Lougansk et de Donetsk. En 2021, la Russie effectue une démonstration de force aux frontières de l'Ukraine, poussant à la fois le nouveau président américain Joe Biden à qualifier cet acte d'agression et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à appeler à une adhésion accélérée de son pays dans l'OTAN. L'on connaît l'issue tragique un an plus tard, en 2022, reconnaissance par le Kremlin des républiques séparatistes, invasion armée de l'Ukraine. Nous allons maintenant aborder avec mes invités ce sujet sous les différents angles que je vous ai proposés. Je me tourne pour cette première partie de l'émission vers Adeline Guibert qui a accepté de répondre à mes questions et les voici. Adeline Guibert, bonsoir, merci de répondre à mes questions. Voici la première que je vous pose. Quel est selon vous l'élément déclencheur qui a poussé la Russie à attaquer l'Ukraine ? À ce jour, on ne connaît pas l'élément déclencheur. Cependant, une déclaration de Vladimir Poutine en 2015 sur son enfance pourrait nous éclairer. Il avait déclaré « Il y a 50 ans, la rue de Leningrad m'a appris une règle. Si la bataille est inévitable, alors il faut frapper le premier. » Effectivement, les tensions montaient quant à l'élargissement de l'OTAN à l'Est. Il y avait eu un accord tacite entre les Américains et Gorbatchev en 1990, promettant un arrêt de cet élargissement. Arrêt qui n'a pas été respecté puisqu'en
1999 ont été intégrés la Pologne, la République tchèque, la Hongrie. En 2004, 7 autres pays, de mémoire l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie. En 2009, la Croatie et l'Albanie. En 2017, le Monténégro et enfin en 2020, la Macédoine du Nord. Donc élargissement que Poutine avait du mal à accepter. De plus, les États-Unis sont allés de plus en plus loin dans la course aux armements nucléaires, ce qui était, je pense, très mal perçu par l'Est. Les Américains ont même été jusqu'à installer des boucliers antimissiles américains en Pologne et en Roumanie, ce qui a pu être vécu par Vladimir Poutine comme une menace importante. Il faut savoir que Poutine n'a jamais considéré l'Ukraine comme un État et a toujours revendiqué la partie est de l'Ukraine comme un territoire russe. Donc il voyait cette Ukraine se tourner vers l'OTAN, vers l'Union européenne. Il a donc agi. Et il n'a pas agi sans planification. Je pense que c'était planifié. C'était planifié de longue date afin de continuer suite à l'annexion de la Crimée en 2014, afin de continuer pour pouvoir créer une connexion terrestre entre la Crimée et les régions séparatistes d'Ukraine. Adeline Guibert, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne se sont rencontrés à plusieurs reprises pour trouver des accords qui conduiraient vers un cessez-le-feu. Hélas, aucune issue n'a pu être trouvée. Pour mémoire, Vladimir Poutine exige une reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la dénazification de l'Ukraine et le statut neutre pour le pays. Que penser de ces exigences ? Alors sur les exigences de Vladimir Poutine, une reconnaissance de la Crimée comme territoire russe pourrait avoir du sens historiquement. Cependant, on ne peut que regretter d'avoir été mis sur le fait accompli et la façon dont ça s'est passé. Sur la dénazification de l'Ukraine, il faut faire attention à ce que Poutine n'instrumentalise pas cette idée. Va de soi que s'il y a des mouvements néo-nazis en Ukraine comme dans n'importe quel autre pays, ils doivent être combattus. Je ne pense pas que ça soit qu'ils soient majoritaires en Ukraine actuellement et qu'ils justifient une telle agression. Il faudrait surtout pas, et ça c'est inacceptable, que Poutine l'utilise pour justifier son agression militaire, la négation de l'État ukrainien. Et parce que je pense que tout simplement, la majorité des Ukrainiens à l'heure actuelle qui combattent avec un grand courage, qui résistent avec un grand courage, qui font preuve d'un grand patriotisme, ne sont tout simplement pas des néo-nazis. Ensuite, Poutine demande un statut neutre pour l'Ukraine. Pour nous, l'appel au peuple, c'est tout à fait envisageable, puisque c'est ce que nous avions demandé, c'est-à-dire mais un statut neutre, réellement neutre, c'est-à-dire ni sous la coupe russe, une Ukraine ni sous la coupe russe, une Ukraine qui n'intègre pas l'OTAN et une Ukraine qui ne rentre pas dans l'Union européenne. Adeline Guibert, que devons-nous attendre du sommet des 27 à Versailles en ce moment ? La réunion des 27 pays membres de l'Union européenne à Versailles autour d'un grand banquet n'a abouti à aucune décision majeure. Les désaccords, tout simplement parce que les désaccords entre les différents pays membres restent nombreux. L'Allemagne n'acceptera jamais un embargo sur le gaz russe, puisque dans tous les cas, la survie de son industrie en dépend, tout simplement. Et puis, que pourrait faire une Union européenne qui ne s'est montrée ni prête sur le plan de l'indépendance stratégique, ni sur le plan militaire, qui n'a, semble-t-il, rien anticipé, ni même les conséquences du rapprochement de la Russie avec la Chine, qui de toute façon pourrait rendre caduques certaines restrictions qui seraient envisagées.
Alors, il faut effectivement, dans tous les cas, continuer de privilégier la diplomatie et tendre forcément en priorité vers l'arrêt des combats, vers une organisation d'une conférence pour la paix, afin de discuter, de s'entendre sur les frontières, la sécurité et les casus belli. Il faut donner le choix au peuple des républiques indépendantistes d'Ukraine afin qu'ils puissent se prononcer soit sur leur indépendance ou leur rapprochement avec la Russie en organisant des référendums sous contrôle de l'ONU. Et on l'a vu, on a tous peur par rapport à une attaque nucléaire. Il faut absolument relancer des accords sur la réduction des armements nucléaires. Merci Adeline Guibert pour vos réponses qui nous permettent d'y voir plus clair. Je me tourne maintenant vers David Saforcada pour notre seconde partie de notre émission, qui a accepté de répondre à mes questions, et les voici. David Saforcada, bonsoir, merci de répondre à mes questions. Voici la première. Pensez-vous que la Russie prépare cette offensive depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années? Ouais, c'est une question un peu compliquée parce que il faut se rappeler que Vladimir Poutine est un enfant de l'URSS et donc l'URSS, à l'époque de la guerre froide, avait planifié plusieurs attaques, notamment de l'Europe de l'Ouest, hein. Il y avait par exemple une opération que l'on aurait pu nommer Tempête Rouge qui prévoyait une attaque de la République fédérale allemande par des forces soviétiques basées en RDA. Bon, et bien entendu, cette attaque n'a jamais eu lieu. Depuis, Poutine a mené plusieurs guerres, hein, que ce soit en Tchétchénie, que ce soit en Géorgie, que ce soit contre la Crimée, notamment fait pour prendre la Crimée, ou aussi dans le Donbass. Et on pourrait aussi parler de ses interventions en Syrie. Et à chaque fois, Vladimir Poutine a mené des guerres lorsqu'il était sûr de l'emporter ou lorsqu'il était sûr qu'il n'y aurait pas de réaction internationale face à lui. Avec l'Ukraine, c'était une question différente. Donc peut-être que cette opération était planifiée, mais est-ce qu'elle était voulue? Ça, on ne pourrait pas le dire. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a été voulue jusqu'au dernier moment? C'est compliqué aussi, hein. Plusieurs experts militaires se sont longuement posé la question, notamment mon ami Michel Goya, hein, qui avait écrit en ce sens, qui ne pensait pas qu'il y aurait une attaque. Bon, depuis, il a fait un mea culpa, mais je pense que nous sommes nombreux à avoir fait ce mea culpa sur cette attaque. Donc, il est possible que Poutine ait prévu une attaque sur l'Ukraine depuis quelques mois, voire quelques années, comme vous posez la question, mais qu'il n'était peut-être pas prêt à franchir le pas. Et d'ailleurs, jusqu'à l'offensive, très peu de personnes y avaient cru, sauf les services de renseignement américains, mais que personne n'a voulu écouter. Bon, il Même faut pas l'Ukraine savoir. d'ailleurs. Pardon? Même pas l'Ukraine d'ailleurs. Même pas l'Ukraine. Et d'ailleurs, on pourrait se demander si l'Ukraine s'était réellement préparée, ce qu'il en serait de l'offensive russe qui patine quelque peu, même si là, il semblerait que ce soir, certains objectifs, en tout cas les encerclements de Kiev et de d'autres villes, soient bientôt effectifs. Mais voilà, de dire que est-ce que c'était une guerre qui était planifiée, je pense que oui. Par contre, il est fort probable que Poutine, qui est comme tout bon russe, est un bon joueur d'échecs, et cette fois-ci, il a voulu privilégier le poker. Et il est possible qu'il se soit trompé de main et qu'il ne s'attendait pas à la résistance ukrainienne et non plus à la réaction européenne, voire mondiale. Alors, justement, par rapport à cette réponse européenne, la Russie a clairement exprimé sa volonté de recourir à l'arme nucléaire, hein, même si elle ne l'a pas exprimé en ces mots, en cas de participation de l'OTAN à cette guerre aux côtés des Ukrainiens, raison pour laquelle l'ensemble des pays mettent en œuvre des sanctions économiques et pas forcément militaires, mais dans un autre temps, ils adressent également des armements à l'Ukraine. Mais il faut le dire clairement, n'y envoie pas de soldats au sol. Alors, David Saforcada, cette prudence est-elle de mise et les réponses européennes sont-elles à la hauteur de cette tragédie qui se joue aux portes même de l'Europe? Bon, déjà, il faut rappeler que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et donc les pays membres de l'OTAN n'ont pas à envoyer de troupes au sol vis-à-vis de cette organisation. Maintenant,
Vladimir Poutine a fait état d'une utilisation de l'arme nucléaire. Alors, il l'a pas dit ouvertement, hein, il a mis en alerte les éléments de la dissuasion. Donc, on peut le comprendre comme effectivement une volonté de pouvoir utiliser l'arme nucléaire si elle arrive à cette extrémité-là. Mais je pense que comme toute puissance qui détient l'arme nucléaire, il va surtout montrer ses muscles. Et puis, bon, il faut savoir, et ça, c'est force de la Russie. La Russie n'a pas forcément besoin de l'arme nucléaire. Il faut savoir qu'elle dispose, enfin, elle disposerait d'armes hypersoniques pouvant frapper sur de longues distances et à des vitesses, je crois que c'est équivalent à Mach 20, quelque chose comme ça. Donc ils n'auraient même pas besoin de l'arme nucléaire pour pouvoir nous frapper. Voilà. Maintenant, est-ce que l'OTAN, ou en tout cas les pays membres de l'OTAN, doivent envoyer des troupes au sol? Je ne pense pas. Je pense que si on avait dû envoyer des troupes au sol, ça aurait dû être fait il y a bien longtemps pour faire respecter les accords de Minsk, hein, un peu comme on a pu faire dans certains pays, dans d'autres pays, comme Fort. Ça aurait été fait en amont de la guerre qu'on a aujourd'hui et pas en aval. Oui, tout à fait, tout à fait. Il aurait fallu en amont qu'il y ait des troupes internationales. Alors, bien entendu, pas des troupes de pays faisant partie de l'OTAN, ou alors des troupes françaises, parce qu'on sait que la France et la Russie ont quand même des liens d'amitié et du respect l'un envers l'autre. Et donc, des troupes prépositionnées auraient peut-être pu empêcher Vladimir Poutine de passer à l'offensive, mais à l'heure actuelle, il est trop tard pour envoyer des troupes. Et de toute façon, oui, des troupes, pour quelles raisons, par rapport à quelle alliance et surtout jusqu'à quel point pour faire face à l'armée russe. Est-ce que c'est pour combattre ouvertement l'armée russe ou est-ce que c'est pour pouvoir maintenir des corridors d'évacuation pour les civils? Voilà, ça devient très compliqué d'envoyer des troupes maintenant. Les seules troupes que l'on pourrait envoyer à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que certains vont appeler des soldats fantômes, c'est-à-dire des mercenaires, hein, comme les Russes font d'ailleurs avec Wagner. Comme les Russes font, j'ai vu qu'ils venaient d'autoriser ou de faire appel à des soldats étrangers. Alors, on ne va pas considérer ça comme des mercenaires, mais il semblerait qu'il y ait des volontaires syriens qui vont être acheminés sur le front ukrainien, tout comme les Ukrainiens ont fait appel à des volontaires étrangers aussi de leur côté. Mais voilà, par contre, livrer de l'armement, ça s'est fait, ça s'est souvent fait dans des guerres. On pourrait remonter à la guerre d'Espagne où aussi bien les régimes nazis et fascistes avaient fourni des armes à Franco que la Russie stalinienne avait fourni des armes aux républicains et que la France, même si elle ne le faisait pas officiellement, avait fourni aussi du matériel aux républicains. Mais fournir du matériel, ça peut se faire. Maintenant, moi, ce que je déplore, c'est qu'on le fasse ouvertement, en même temps que l'on fasse de la diplomatie, et les deux ne vont pas ensemble, et certains l'ont compris, notamment la Turquie, qui a longtemps vendu des drones à l'armée ukrainienne, d'ailleurs des drones qui font apparemment des dégâts dans l'armée russe, et qui maintenant, cette Turquie privilégie la diplomatie. Nous aurions dû, je pense, privilégier la diplomatie en premier. Maintenant, livrer de l'armement, ça devient de plus en plus compliqué, même si, humainement parlant, on ne peut pas non plus soutenir l'Ukraine et surtout le peuple ukrainien. Alors justement, c'est intéressant hein, ce que vous évoquez, ça m'amène à cette question. Si cette guerre deviendrait défavorable militairement à la Russie, ne pensez-vous pas qu'il existe un risque quelque part pour que le Kremlin considère toutes ces aides européennes à l'Ukraine, donc j'entends les fournitures d'armes que vous évoquiez, est-ce que finalement le Kremlin ne considérerait pas ces actes comme de la co-belligérance? Alors déjà, il va falloir voir comment vont évoluer les opérations militaires sur le terrain, hein. Même les experts occidentaux pensaient que l'Ukraine s'effondrerait en quelques heures. Je pense que Vladimir Poutine l'avait pensé aussi. La situation nous montre que non. Alors, ça ne veut pas dire que l'armée ukrainienne va pouvoir tenir face au rouleau compresseur russe indéfiniment. Je pense que la ligne de front va finir par craquer et que l'on va se retrouver avec des combats en localité, mais que l'armée ukrainienne va être obligée de retraiter. Enfin, du moins, ce qui va rester de l'armée ukrainienne. Je pense qu'il va falloir qu'elle s'établisse une ligne de défense plus à l'ouest. Maintenant, il va falloir voir comment ensuite va s'organiser la résistance, que ce soit à Kiev, que ce soit à Odessa ou que ce soit sur d'autres secteurs.
Voilà, donc pour l'instant, ça va être compliqué. Il va falloir aussi que Vladimir Poutine gère la situation, hein. Les experts estiment que depuis l'entrée en guerre, Vladimir Poutine a perdu entre 10 et 15% de ses combattants, hein, ce qui est déjà impressionnant. Et je crois que c'est Michel Goya qui expliquait qu'à l'heure actuelle, il faut se rendre compte que les pertes russes, pour nous, c'est un cercueil sur le pont Alexandre III tous les quarts d'heure, 24 heures sur 24 heures. Donc ça fait des pertes énormes. Donc déjà, est-ce que Vladimir Poutine, et en tout cas, est-ce que la Russie va pouvoir continuer à assumer de telles pertes, surtout lorsqu'on se souvient que c'est une armée de conscription, donc le moral russe peut être entamé. Maintenant, est-ce que Vladimir Poutine pourrait considérer tous les pays comme des co-belligérants? Ça va être à nous, diplomatiquement parlant, de savoir jouer finement dans ce domaine-là et d'éviter la surenchère militaire, comme par exemple les Polonais qui souhaitaient livrer des avions à l'Ukraine en pensant que ça pouvait se faire comme ça. Non, là, effectivement, la Pologne deviendrait co-belligérante. Et le souci, c'est que la Pologne, elle, fait partie de l'OTAN. Donc, ça activerait l'article 5 de l'OTAN, qui veut dire que lorsqu'un pays est attaqué, tous les autres pays doivent le défendre. Donc, c'est là où ça pourrait devenir dangereux. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que la Russie de Vladimir Poutine joue une politique étrangère russe, hein, c'est le cas de le dire, et que nous sommes déjà quelque part des co-belligérants, hein. Je vais prendre l'exemple de la France. Alors la France et la Russie, comme je l'ai dit, ont des liens d'amitié qui existent depuis de nombreuses années, hein, pour ne pas dire depuis des décennies. Mais il n'aura échappé à personne que cela n'empêche pas la Russie de venir nous déloger ou en tout cas nous embêter en Afrique via, toujours pareil, l'organisation Wagner, hein, de mercenaires, comme on l'a pu le voir au Mali ou au RCA. Donc nous sommes déjà quelque part des co-belligérants. Là, ce qu'il y a, c'est que nous sommes montés en intensité avec une guerre ouverte sur le territoire, on va dire, sur le territoire européen. Eh bien, je remercie mes invités de ce soir, Adeline Guibert et David Saforcada, pour les précisions qu'ils nous ont apportées et qui nous permettent de mieux comprendre ce conflit majeur. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres vidéos. Bonsoir à tous et à bientôt.